Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir pour cette conférence sans téléphone portable. C'est bien que ça commence dès le début. Donc merci d'être là. Donc pour cette conférence autour de l'archéologie face aux enjeux contemporains. Dans ce lieu, le musée de l'Homme. D'ailleurs, nous remercions Aurélie de nous y accueillir, Aurélie Clémente-Ruiz, qui est la directrice du musée. Donc cette table ronde que nous vous proposons aujourd'hui est réalisée en collaboration donc, avec la Fondation archéologique Pierre Mercier, qui est partenaire de la saison de la programmation culturelle et scientifique du musée. Et donc c'est dans ce cadre que nous vous proposons cette conférence qui en fait finalement partage également les préoccupations de l'archéologie, de la Fondation. Et pour ce, je pense que justement, peut-être que je te laisse la parole, c'est Cyril, pour présenter justement la Fondation archéologique. Oui, bonjour à tous. Donc la Fondation archéologique est une... Est-ce que c'est mieux là? Donc j'approche mon micro. Donc la Fondation archéologique Pierre Mercier a été créée en 2011. C'est la première fondation reconnue d'utilité publique en France dans le domaine de l'archéologie. Et elle a été créée dans un contexte un petit peu improbable, par une rencontre, donc en l'occurrence par des amis communs. Donc j'ai rencontré Mme Mercier de façon tout à fait fortuite. Et donc elle me signifie que ça faisait 10 ans qu'elle cherchait à créer une fondation à la mémoire de son fils, prématurément décédé, et qui avait découvert le site du Baratin en 1969, un site important, un site néolithique, et qui atteste de la première sédentarisation des populations en Europe du Sud. Et donc Mme Mercier, comme elle me le disait avec ses propres mots, avait une dernière et ultime chose réalisée, c'était ce devoir de mémoire à l'endroit de son fils. Et ça a été les débuts de la mise en place du processus et de la création de la Fondation archéologique Pierre Mercier. Peut-être exprimer notre grande satisfaction, notre intérêt absolument important pour ce moment, qui croise le souhait au sein de la Fondation aujourd'hui d'engager, de soutenir, de valoriser toutes les réflexions qui, dans le monde de l'archéologie, ces acteurs, ces passionnés, contribuent finalement à interroger le présent et à établir des liens entre cette vision très longue de l'histoire des hommes et puis finalement les enjeux contemporains. Donc on est au cœur d'un des éléments tout à fait programmatiques de la Fondation qui va avoir des moyens supplémentaires encore dans les années qui viennent et qui va donc creuser le sillon de ce soutien, cette réflexion à l'endroit de l'archéologie, mais aussi dans son ancrage très profond à ce qu'on pourrait appeler dans un lien à ce que l'on peut appeler une archéologie de l'impact sociétal, une archéologie qui puisse nourrir de ses apports finalement des questionnements à l'endroit de notre vie et de nos grandes problématiques contemporaines. Voilà, donc merci à tous les intervenants aussi d'être là. On a eu des échanges préparatoires qui étaient extrêmement intéressants. J'espère que cette table ronde sera riche finalement de perspectives. Au fond, en tout cas, nous serons, au titre de la Fondation, en tant que représentants de la Fondation, très attentifs à ce qui se dira, parce que ce qui se dira, pour nous, sera en lien aussi avec ce qui se fera demain, à travers les moyens de soutien que nous déploierons. Ok, merci. Donc, pour justement poursuivre, je vous présente les différents intervenants, même si j'imagine que vous connaissez déjà certaines personnes. Commençons par Jean-Paul Demoule. Vous êtes professeur émérite d'archéologie à l'université de Paris Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre honoraire de l'Institut universitaire de France
et ancien président de l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP, donc de 2001 à 2008, c'est-à-dire dès les débuts de la création de cet institut qui est aujourd'hui véritablement central pour l'archéologie. Vous avez mené des fouilles en France, en Grèce, en Bulgarie. Vous êtes spécialisé dans l'étude du néolithique et de l'âge du fer, tout comme de l'histoire et du rôle social de l'archéologie. Les liens avec Anne Leur-Hoff, ici présente, sont pluriels, et tout particulier avec justement un ouvrage qui vous réunit, qui est le guide des méthodes de l'archéologie aux éditions La Découverte, publié en 2020, avec 2 autres auteurs. Alors peut-être plus inattendu pour un archéologue, c'est vos rapports à l'art contemporain, puisque vous avez fouillé le déjeuner sous l'herbe de Daniel Spoerry, qui était Daniel Spoerry, artiste suisse, qui a réalisé justement en 1983 ce déjeuner sous l'herbe dans la lignée de cette tableau piège, avec l'idée de fouiller le site plusieurs années après. C'était en deux temps. Il y a eu une première fouille qui était en 2010, merci, et une deuxième fouille en 2016. Et donc c'est à ce moment-là où vous êtes intervenu. D'ailleurs, un site est complètement dédié à ce projet de l'artiste et de fouilles archéologiques. Côté contemporain, vous êtes également, vous avez fait un projet avec Sophie Calle, qui a donné un ouvrage qui est L'ascenseur occupe la 501 aux éditions Actes Sud. Vous n'hésitez pas également à bousculer les idées admises, comme c'était le cas avec l'ouvrage intitulé « Mais où sont passés les Indo-Européens » en 2014, remettant en cause l'hypothèse d'une origine indo-européenne monolithique des populations européennes. Vous avez publié plus de 400 articles et une trentaine d'ouvrages. On va juste pointer les récents, qui sont en 2020 « Aux origines, l'archéologie, une science au cœur des grands débats de notre temps », et en 2022 « Homo migrans, de la sortie d'Afrique au grand déconfinement ». Donc lister quelques-uns de ces ouvrages permet de voir un petit peu vos obsessions scientifiques et aussi l'importance pour vous d'ancrer l'archéologie dans la société contemporaine. Donc restons dans l'archéologie. Anne Leur-Hoff, donc vous êtes agrégée d'histoire, ancienne membre de l'École française de Rome, docteur en archéologie, archéométallurgiste et spécialiste de proto-histoire européenne, et plus spécialement de l'âge du bronze en Europe. Vous avez été élu professeur des universités en proto-histoire européenne à Lille 3 en 2012, et vous avez créé et dirigé le laboratoire d'études des métaux anciens, le LIACA. En 2011, vous prenez la direction d'un projet européen qui s'appelle BOAT 1550 BC, réunissant plusieurs pays, France, Angleterre, Belgique, autour de la découverte du plus vieux bateau découvert en Europe à Douvres. Vous êtes également donc vice-présidente du Conseil national de la recherche archéologique depuis 2015, qui est en charge des questions d'archéologie, à la fois d'archéologie préventive, mais aussi sur certains sujets d'actualité, comme la question des restes humains, qui finalement est une question de plus en plus présente et qui a des incidences dans la présentation des musées, par exemple. Vous êtes professeur à l'université de Cergy Paris, avec une chaire d'excellence INEX, archéologie et patrimoine, depuis 2021. Votre discours inaugural a d'ailleurs été fait ici, en 2022, où vous rappeliez l'enjeu de l'archéologie, la naissance du patrimoine, et surtout le fait que l'archéologie ne se fait pas seule, que c'est une science pluridisciplinaire. J'y arrive. Et vous faites aussi tomber les murs puisque vous souhaitez placer l'archéologie dans la cité. Beaucoup d'ouvrages, bien évidemment. Donc pareil, je ne vais pas tout citer, mais comme le montre Jean-Paul Demoule, le 7 juin prochain paraîtra justement cet ouvrage, peut-être Jean-Paul, pouvez-vous le remontrer, qui est finalement le texte d'introduction de la chaire, qui a été enrichi
complété, et qui finalement paraîtra le 7 juin, alors que se dérouleront les journées, les assises de l'archéologie, qui se tiendront la semaine prochaine. Et juste pour compléter votre actualité, vous inviter à revenir le 15 juin, puisque donc, il y aura une conférence dans le cycle Archéologie dans la cité, autour de Face au crime, l'archéologie forensique dans la cité. Maintenant, Aurélie Clémente-Ruiz, donc diplômée de muséologie à l'école du Louvre en 2001. Vous avez commencé votre carrière en tant que chargée des collections et d'expositions à l'Institut du monde arabe, avant d'en diriger le département des expositions de 2012 à 2020. Parmi les expositions qu'on peut pointer, quelques-unes, Le corps dévoilé en 2012, Osiris, mystère englouti en 2016, Chrétien d'Orient en 2017. Bien évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Vous avez rejoint le Musée de l'Homme en janvier 2021 au poste de directrice des expositions, chargée des expositions, ou directrice d'exposition, chargée des expositions. Vous vous êtes fait remarquer par Aux frontières de l'humain et Sneakers, et des quelques projets comme Portrait de France, fin 2021, et Enki Bilal en 2022. Vous avez été nommée directrice de ce musée le 1er avril 2022, et avec aujourd'hui, en 2023 finalement, cette grande mise en perspective de la préhistoire et des arts contemporains avec Picasso et la préhistoire. Dans cette institution, vous avez à cœur de faire dialoguer la recherche, la conservation, la prospection, mais aussi la diffusion et la vulgarisation pour toucher un plus large public. Voilà. Gabrielle Léger, à ma droite. Donc, vous êtes artiste et l'archéologie est indissociable de votre travail. C'est même la matière première de certaines de vos œuvres, au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire que vous vous appropriez des objets comme des lampes à huile, des miroirs antiques, des amulettes égyptiennes, des scarabées, avec ce bleu si caractéristique du Nouvel Empire. Alors, certaines matières renvoient également à des pratiques antiques, comme l'utilisation du goudron, qui peut être utilisé pour la momification, mais aussi pour imperméabiliser des embarcations. Il y a également la cire d'abeille, et vous êtes allé jusqu'à refabriquer de la bière égyptienne. Vous détournez ces matériaux, vous les complétez, vous complétez leur fonction, leur sens, et vous les faites revivre au temps présent. Vous explorez les significations anciennes et les faites résonner dans notre sphère spatio-temporelle avec fluidité. Le lien que vous tissez entre les deux mondes est un pas de côté affûté pour nous permettre de comprendre notre monde, ses défaillances, ses illusions, sa quête spirituelle. Alors, j'en dis pas plus. Il y aura tout à l'heure un petit portfolio pour pouvoir montrer et préciser, développer le travail de Gabrielle. Et dernier intervenant, donc Cyril Coste, que vous avez déjà entendu. Donc Cyril Coste, vous avez un profil atypique, puisque vous êtes à la croisée de l'histoire de l'art et de la finance. Vous êtes diplômé de l'ESSEC en direction financière, de l'ESCP en International Wealth Management et de l'OREP en ingénierie patrimoniale. Vous avez également décroché une maîtrise d'histoire de l'art et d'archéologie, un DEA au Centre Malheur de Paris 1, dirigé à l'époque par Pascal Horry, et un Master 2 stratégie du développement culturel, qui vous destinait finalement à devenir enseignant-chercheur en histoire des représentations, mais votre destin vous emmenait ailleurs. Vous avez participé à la genèse de plusieurs fonds de dotation, organisé le premier colloque en région sur le fonds de dotation en présence de sa créatrice Catherine Berjal, et les ordres nationaux des notaires et experts comptables. Vous avez également publié des articles sur la philanthropie et le mécénat, et vous êtes donc cofondateur de la Fondation archéologique Pierre Mercier. Donc, après ce tour d'horizon, donc ce sujet qui nous amène ici, donc l'archéologie face aux enjeux du présent, c'est donc un sujet d'actualité, comme ça l'était la semaine dernière, le 23 mai. Alors attendez, hop.
que je reprécise bien. Oui, alors voilà, il y a eu un colloque à l'Agence nationale de recherche intitulé « Les sociétés humaines face aux changements environnementaux », sous-titré « Le passé pour éclairer le futur ». La semaine dernière, non, c'est cette semaine, pardon, Rosemarie Mousseau, qui est la directrice du musée d'archéologie nationale, participe justement à un séminaire doctoral à l'université Federico II de Naples et l'école du Louvre avec ce même sujet. Et la semaine prochaine, bien évidemment, au CA6 de l'archéologie, Vincent Guichard répondra à la question « L'archéologie au prisme des grands enjeux sociétaux d'aujourd'hui et de demain ». D'où ma première question, finalement. Depuis quand pose-t-on cette question et fait-on ce lien entre l'archéologie et le présent? De quelle façon, finalement, on peut éclairer le monde contemporain avec l'archéologie? À partir de quand la science s'est posé cette question? Ça marche? Bon, d'accord, très bien. Je pense que pendant longtemps, on ne se l'est pas posé. L'image de l'archéologie, c'était Indiana Jones, les chercheurs de trésors, etc. C'est une image qui colle encore un peu à l'archéologie. C'est quelquefois justement difficile de faire passer auprès des chaînes de télévision qu'on parle d'archéologie de manière moderne, parce qu'ils ont toujours cette image un peu vieillotte. Alors, l'archéologie, elle a d'une certaine manière néanmoins été toujours dans le présent, dans la mesure où un de ses rôles, c'est ce pourquoi elle a été développée, c'est aussi pour ancrer une nation dans son passé, de manière imaginaire ou pas, en général les deux à la fois. Donc ce rôle politique au sens large, il a certainement été toujours présent, même s'il a pu changer. Par exemple, nos ancêtres, les Gaulois, ne sont nos ancêtres que depuis la Troisième République. Comme c'était des vaincus, on avait du mal à les englober dans le récit national. Les rois de France descendaient d'un certain Francion rescapé de la guerre de Troie, et les nobles descendaient des guerriers francs vainqueurs. Mais donc le fait que ce soit rentré maintenant plus dans des débats publics, ça date, dans ce que j'observe, au moins pour la France, depuis une vingtaine d'années, et notamment, vous faisiez allusion tout à l'heure à l'INRAP, à l'Institut national de recherche archéologique préventive, qui a fait un gros effort de valorisation, de diffusion de l'archéologie en organisant chaque année justement des colloques grand public qui posaient un certain nombre de questions, l'archéologie des migrations, l'archéologie des maladies, etc. Et ce que je remarque comme observateur aussi, c'est que jadis le mot archéologie était peu employé, et alors que maintenant faire l'archéologie depuis quelques années, ça a remplacé plutôt faire l'histoire de. Avant, on avait le livre du philosophe Michel Foucault, fin des années 60, Archéologie du savoir, mais c'est tout. Alors que là, ça s'est banalisé. Et ça s'est en plus beaucoup plus ces dernières années à propos de cette question environnementale, à propos de ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire depuis quelque temps l'intervention de l'homme sur son environnement et son climat. J'avais participé à une exposition au musée des Confluences à Lyon il y a 2 ans, justement, Habiter la Terre du néolithique à nous, où on opposait le néolithique, c'est-à-dire l'invention de l'agriculture et l'élevage avec un certain nombre d'objets, de manifestations, et puis le résultat 10 000 ans après. Et notamment cette question de comment un certain nombre de sociétés se sont effondrées. Bon, c'est le best-seller du biologiste Jared Diamond, publié en français sous le titre Effondrement en 2005, mais ça fait partie, c'est depuis ce temps-là, avec les inquiétudes actuelles que ça s'est développé. Et juste pour en terminer, pendant les 30 Glorieuses, on a pu détruire paisiblement tout. Maintenant, on sait que sur une autoroute, on va trouver un site important tous les kilomètres. Eh bien, les premiers réseaux autoroutiers ont été construits
aucune fouille archéologique. Donc si vous allez de Lille à Nice, sachez qu'il y avait 1200 sites qui ont disparu sans laisser de traces. Et à partir de quand on a commencé, l'opinion publique a changé, c'est à partir de la fin des années 70, avec justement la montée du chômage, les angoisses environnementales, les angoisses ou les manipulations autour de l'immigration, etc., que l'archéologie, qu'on a commencé à se soucier effectivement de la sauvegarde des sites archéologiques, et on est passé de quelques millions de francs pour les sauver au milieu des années 70 à un budget actuellement d'à peu près 200 millions d'euros. Voilà, j'étais un peu long, mais... Ça a l'air d'être allumé. Oui, c'est bon. Oui, je pense que l'archéologie est aussi prise dans un mouvement plus global, hein, j'allais dire de la place de la science aussi dans la société, qui est une préoccupation qui là aussi s'est démocratisée d'une certaine manière, c'est-à-dire que les gens s'intéressent, les médias sont plus nombreux, le relais est d'une certaine manière plus important, ce qui rend plus attractif et plus accessible aussi les résultats que les chercheurs eux-mêmes peuvent avoir. Et moi, j'ai vraiment vu la différence, y compris entre le temps où j'étais étudiante, hein, et où j'avais l'impression que le monde de l'archéologie ou le monde scientifique de manière plus globale, hein, était un monde qui était assez très productif mais plutôt fermé sur lui-même. Aujourd'hui, il y a une vraie préoccupation des gens qui sont des producteurs de savoir, à ne pas garder l'information simplement dans une diffusion qui est leur monde. Alors on continue évidemment à faire des publications d'érudition, à faire des colloques, à faire des livres savants, mais il y a cette vraie préoccupation qui s'est faite, que le scientifique, le savant, il doit aussi communiquer finalement avec le public de manière plus large, dans tous les domaines. Et l'archéologie a quand même quelques atouts de ce point de vue-là, parce que c'est vrai que quand aujourd'hui, grâce aux lois qui ont été développées et grâce à des changements d'attitude, l'archéologie, elle est là, elle est dans l'environnement, elle touche le citoyen quand il y a une ZAC ou une autoroute de fait, on parle d'archéologie. Et donc forcément, ça l'a sensibilisé. Mais je pense qu'il y a eu ce double mouvement, à la fois du côté de la société qui a eu des attentes, mais également du côté des scientifiques qui ont vraiment eu cette volonté d'un partage de la connaissance et des savoirs. Et donc la rencontre a été rendue possible. Alors, il faut les moyens derrière, mais il faut quand même aussi la volonté pour que les deux se fassent. Et pour compléter, c'est le rôle du musée dans tout ça. C'est-à-dire que tout ce que vous venez de dire, finalement, se retrouve aussi exposé dans le musée. Parce que cette mission de diffusion de l'archéologie, si aujourd'hui on la retrouve un peu partout, c'est aussi parce que le musée a joué son rôle là-dedans, en justement rendant accessibles ces recherches, en faisant comprendre que tout ce patrimoine archéologique, non seulement c'est une trace de notre passé, mais aussi qu'il éclaire notre présent et notre avenir. Et donc toute cette démarche pédagogique aussi du rôle du musée dans la présentation de l'archéologie, de ses collections, comment on fait des fouilles, cette démarche scientifique, elle est extrêmement importante. Et on le voit bien, le musée de l'Homme, comme beaucoup d'autres musées, ne seraient pas les mêmes aujourd'hui s'il n'y avait pas eu tout ce travail qui s'est accéléré effectivement avec une prise de conscience globale sur ces dernières dizaines d'années. Et je crois que ça, c'est absolument central. Et c'est assez drôle. On évoque toujours Indiana Jones et cette figure d'Épinal, mais en fait, ça marche encore. Et finalement, tant mieux quelque part, parce qu'aujourd'hui, si les enfants s'identifient à Indiana Jones, qui viennent chez nous faire l'atelier de médiation qu'on appelle les petits archéologues, où ils viennent fouiller dans des bacs de sable, et c'est l'activité la plus populaire du musée, c'est aussi que ça participe de cette diffusion de l'archéologie et de décomplexer un petit peu aussi nos visiteurs, le public du musée, face à cette science archéologique qui pourrait paraître très lointaine et qui finalement est très abordable, parce qu'enfant, on a tous aimé gratter la terre pour trouver un trésor, et finalement, ça marche encore. Alors, ce qu'on leur explique au musée, c'est que oui, c'est bien, après, il faut le faire dans certaines conditions, hein, il y a quelques protocoles à suivre quand même, mais voilà, et c'est important aussi de remettre ça dans ce contexte. Et je pense qu'effectivement, si les choses ont évolué dans le bon sens, c'est un travail collectif qui a été fait sur quelques années et qui continue à bien fonctionner.
Est-ce que ça veut dire que le périmètre ou la définition de l'archéologie a évolué dans ce contexte-là? Pardon, oui, très largement, très largement. Mais en posant la question, vous attendiez effectivement la réponse. Je crois que là, enfin, ce qui est intéressant, et c'est vrai que on voit une fouille d'un monde contemporain, c'est quelque chose qui est audible. Je crois que l'archéologie, alors c'est très utile la figure d'Indiana Jones parce que c'est une porte d'entrée qui est. Mais c'est vrai que l'archéologie, évidemment, c'est pas Indiana Jones. Mais c'est vrai que le périmètre de l'archéologie aujourd'hui, c'est complètement redéfini parce qu'en fait, l'archéologie, j'ai envie de dire, ne s'interdit rien. C'est-à-dire qu'elle ne s'interdit aucune chronologie, aucune société, aucun lieu. Elle est partout, sous la terre, sous les eaux, en élévation, pour du très ancien, pour du contemporain. Hein. Il y a de l'archéologie des mondes contemporains. Ça fait partie des développements récents. Et puis, ce qui était autrefois, qui participait de la définition de l'archéologie, à savoir le monument, le bel objet, le beau vase, ça ne suffit absolument plus aujourd'hui. On cherche toutes les traces. Le contexte est aussi important, et d'ailleurs aujourd'hui c'est dans la loi, que les objets eux-mêmes. Le geste de creusement d'un trou de poteau est aussi important qu'une pyramide d'Égypte, pardon pour la pyramide d'Égypte. Et donc voilà, c'est-à-dire que c'est vrai que l'élargissement est énorme, ce qui fait qu'on a des prismes variés, pluriels, qui permettent d'aborder ces vestiges du passé sous des angles très différents, très complémentaires. Et ça a ouvert évidemment les connaissances de manière exponentielle. Ça a multiplié aussi les spécialistes. Donc ça a aussi renforcé le collectif qu'Aurélie mentionnait à l'instant. Un archéologue ne travaille pas tout seul. Enfin, Indiana Jones, aussi sympathique soit-il encore une fois, ça ne marche pas. Aujourd'hui, on est un collectif qui travaille l'un avec une spécialité, l'autre, et puis on met ensemble et en synergie ces résultats. Donc oui, l'archéologie de 2023 n'a pas grand-chose à voir avec celle de 1823, c'est certain. Indiana Jones peut être considéré néanmoins comme un collègue représentatif pour au moins 3 raisons. Parce que la première est qu'il doit se battre sans arrêt contre la jalousie de ses collègues, qui se dément jamais. Deuxièmement, il doit se battre contre l'administration qui perd l'Arche d'Alliance dans un immense dépôt de fouilles où il ne va jamais la retrouver. Et troisièmement, il doit aussi se défendre contre ses étudiantes qui écrivent « I love you » sur leurs paupières. Mais cela dit, c'est vrai que l'archéologie fait partie des métiers que les enfants veulent faire. Et heureusement ou malheureusement, ils grandissent et seuls quelques obsessionnels deviennent vraiment archéologues. Mais ce que disait Anne à l'instant sur l'ouverture au monde contemporain, ça montre bien ce que peut faire l'archéologie. C'est-à-dire que c'est justement pas les trésors, c'est comprendre une société à travers ses traces matérielles. Donc c'est pour ça que des collègues américains avaient fait il y a quelque temps les poubelles pendant 1 an, évidemment un échantillon de la ville de Tucson en Arizona, en montrant que plus de 20% de la nourriture est jetée intacte, donc c'est comportement de gaspillage, contradictoirement à ce qu'on demandait aux gens dans des enquêtes sociologiques, que c'était les classes moyennes qui gaspillaient le plus, etc. Et là, il est paru cette année un livre de l'archéologue Vincent Carpentier, Archéologie de la Seconde Guerre mondiale. On pourrait penser qu'on sait tout sur la Seconde Guerre mondiale, mais en fait, il y a des tas de choses qu'on ne connaît pas. Il y a toute une étude, par exemple, sur les combats acharnés des troupes japonaises et américaines dans les îles du Pacifique, pour lesquelles on n'a pratiquement aucun témoignage, et l'archéologie l'apporte. Et il y a tout un univers qui est retracé de manière très concrète, et c'est un exemple parmi d'autres. Alors justement, les lectures contemporaines, un des prismes de la lecture, il y a l'art contemporain. Et donc justement, l'exemple de Gabriel Léger est très, très, très éclairant justement sur la façon dont un artiste peut interpréter. Donc, oui, tout à fait. Mais d'autres rapports aussi entre l'archéologue enfin pas Indiana Jones, mais les artistes, hein, c'est que les deux, il y a aussi un rapport à l'enfance qui est très important.
Peut-être qu'on veut tous être archéologues petits, et comme on est tous artistes petits, enfin tous dessinateurs en tout cas, et puis qu'il y en a peu qui continuent. Donc c'est quand même ce rapport à la passion, enfin moi que je tiens à dire, c'est vraiment le souvenir de cet enfant qui découvre un silex dans une caverne, et puis qui s'en souvient et qui continue. Voilà. L'archéologue et l'artiste, peut-être, c'est deux personnes qui cherchent, et qui ne trouvent pas toujours ce qu'ils cherchent. Et ça, c'est beau aussi. C'est-à-dire que c'est le... alors après, moi, je suis pas archéologue, j'en ai jamais fait, j'ai pas pratiqué, mais c'est aussi une certaine idée de la chose. Et ce rapport au travail d'atelier et à la façon dont les choses évoluent, moi, je le trouve intéressant. Voilà, ce rapport-là. Moi, par rapport à ma pratique, qui est comment dire, d'utiliser l'objet pour faire quelque chose avec. Moi, je travaille sur l'idée du temps, la matière temporelle depuis plusieurs années. Et l'archéologie me donne une base en fait pour développer mon récit. Donc le récit archéologique me donne cette base, une trame, que moi je vais pouvoir, d'une certaine façon, enfin j'ai l'impression, augmenter par quelque chose, par des dimensions que peut-être que les archéologues, vous disiez que les archéologues se permettent tout, enfin ne s'interdisent rien, voilà. Mais il faut que ça reste dans un contexte scientifique, alors que justement l'artiste peut-être ne s'interdit vraiment rien et peut faire de l'histoire ou faire de l'archéologie ou faire ceci et cela, en donnant une dimension que vous ne pouvez pas apporter, enfin j'ai l'impression, pardon, qui est l'apport du décalage, de la poésie, moi je m'attaque aux objets par exemple, donc vous pouvez pas, enfin tout doit être réversible, c'est quelque chose que vous pouvez pas faire. Et d'une certaine façon j'ai pris la contre-allée par rapport, évidemment on n'est pas, je suis pas scientifique, mais c'est ce rapport-là qui m'intéresse. Voilà, je suis sur une route parallèle comme ça, et puis comme un héron qui cherche son poisson, là à des moments je plonge et puis je prends ce que je peux prendre en fait. Voilà. Tu peux présenter peut-être. Mais oui, si vous voulez, je peux présenter 2-3 images de mon travail, comme ça vous peut-être comprendrez un peu mieux ce que je fabrique. Je vais vous présenter juste 4 œuvres, 3 ou 4, je ne sais plus, que j'ai faites avec des petites images qui montrent d'où je suis parti. Ici, je suis parti de l'idée de la trace, parce que l'être humain, finalement, ne laisse que des traces. Et je suis parti de l'idée de la trace de la prière. La prière, évidemment, est invisible. Et la trace de la prière, c'est la suie qui reste sur le mur après qu'un cierge est brûlé. Et j'ai voulu rallumer une lampe à huile, enfin des lampes à huile, donc dans un geste finalement très simple qui est celui de reprendre un objet pour lui faire refaire ce pourquoi il était fait. Hein. Donc il n'y a pas de détournement comme vous disiez, hein, mais c'est juste peut-être un lien que je reprends après. Voilà. Donc j'ai rallumé une lampe à huile et puis ensuite je l'ai éteinte. Il y a une phrase de Paul Celan que j'aime beaucoup qui dit « C'est ainsi que respirent les incendies du temps ». Voilà, comme si c'était le temps qui brûlait. Ici, j'ai acheté un miroir romain antique que j'ai repoli, c'est-à-dire que je lui ai fait retrouver sa fonction première de réflexion, et en laissant une toute petite partie en forme de lune tout en dessous. Voilà. Donc on peut se revoir après 25 siècles dans un miroir. Et c'est cette beauté du choc finalement pour moi, et qui est grâce à l'objet aussi. C'est-à-dire que l'objet me permet de me retrouver en face d'une chose qui n'est pas fausse, qui est là, qui est en face de moi, et ça c'est très important. Ici, j'ai acheté 2 moules à amulettes. Vous voulez dire quelque chose? Est-ce que vous appelez ça déjà l'archéologie expérimentale?
Alors, moi, je suis dans l'expérimental. Je ne suis pas archéologue, par contre. Donc, on n'est pas. Je pense que ce que je vous montre là, je ne suis pas sûr que ça plaise à tous les archéologues ici. Mais j'ai fait pire que ce que je vous montre. Donc, là, je vous montre le soft. Le très soft. Ici, j'ai acheté 2 moules à amulettes antiques égyptiens. Et j'ai voulu relancer la production de l'atelier d'amulettes en utilisant exactement la même méthode. Donc, la terre auto-émaillante égyptienne, donc qui fait ce bleu typique. Et à partir de ces 2 moules qui représentent le soleil à deux différents moments de la journée, donc le matin et midi, j'ai donc là tout en haut vous avez la pierre qui s'auto-émaille, enfin la terre, pardon, et une partie donc du travail d'atelier. Et donc j'en ai fait 6753. Que j'ai présenté au mur dans un rayon de 2,80 m avec le moule qui représente le soleil du matin au centre et celui de midi tout en haut avec toute la production. Donc quand on est en face, on est vraiment entouré de toutes ces amulettes. Dernière œuvre, j'ai acheté une partie de la collection du grand archéologue Gaston Maspero, qui était fort intègre, mais au contraire de certains de ses collègues de l'époque, mais qui a envoyé à sa femme, qui était restée à Paris, des objets qui n'étaient pas importants pour l'histoire et pour l'archéologie, et notamment, il a envoyé à sa femme du blé qu'il a trouvé dans une tombe. Et donc j'ai voulu refaire ce que les Égyptiens faisaient à l'époque, c'est-à-dire ou du pain ou de la bière. Le pain, j'en avais déjà fait, donc là j'ai fait de la bière avec donc ce blé. Et donc j'ai collaboré avec un brasseur et un potier pour faire les bouteilles et faire la bière. Donc que j'ai aromatisé à peu près suivant les techniques de l'époque et présenté. Donc j'en ai fait 40 bouteilles que j'ai présentées un peu comme des ciboires sur. Pardon ? Elle est très très bonne, oui. Voilà, c'était une petite présentation rapide de mon. Pas de dégustation, de mon désolé. travail. Oui, j'aurais pu j'aurais pu vous en apporter la prochaine fois. Voilà, donc ça vous montre la façon dont je travaille, c'est-à-dire j'utilise l'objet et ensuite j'amène un récit. Et je crois que, moi, ça me touche profondément ce rapport comme ça direct. Et ces deux actes qui sont le début et la fin peut-être de l'acte archéologique, c'est-à-dire le début c'est la fouille, et ensuite on arrive au récit. Et donc voilà, c'est ces 2 éléments qui m'intéressent. Ouais. Peut-être. Vous voulez réagir ? Non, il y a plusieurs éléments dans ce que vous venez de présenter. Il y a ce caractère esthétique qui est réel. Il y a des éléments, il y a des mots. Je ne veux pas être la seule à avoir réagir ou sauter ou sursauter. Mais c'est vrai que par exemple, quand vous présentez le blé, je vais prendre le blé comme ça, en disant c'est pas des objets ou c'est pas des éléments importants. Gloops, si, ce sont des éléments particulièrement importants. Et si on reconnecte, juste après, mais si on reconnecte à la question tout à l'heure qu'on disait de l'environnement, aujourd'hui, vraiment, ça fait partie des données en archéologie qui sont absolument fondamentales, justement pour comprendre les processus de mise en place de la domestication végétale, de l'évolution des espèces, en lien avec des évolutions de l'environnement, comment l'homme intervient dans tout ça. Ça fait partie quand même des choses qui sont extrêmement importantes. Pardon, après je vais me taire, mais je trouve qu'il y a 2 choses intéressantes et contradictoires dans ce que vous faites. La première réaction du scientifique par rapport à ce que vous présentez, c'est de s'évanouir en se disant ces objets-là, hors contexte, qui viennent de collections, qui ont été achetés, qui ont été trouvés, le miroir romain qu'on passe au gratte et qui retrouve... Là, le scientifique s'évanouit. J'ai pas eu l'air, mais je me suis évanouie. Mais je suis restée très discrète sur l'évanouissement. Mais c'est vrai que, c'est-à-dire que nous, au quotidien, on se dit, non, mais on appelle ça aujourd'hui des objets orphelins, qui n'ont plus de contexte, alors que, comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même quelque chose de très important en archéologie, c'est l'emballage dans lequel ça se trouve. Ça s'appelle le contexte archéologique, et l'objet tout seul tiré,
il a finalement beaucoup moins d'intérêt, il manque la moitié des informations, enfin la moitié. Il manque tout ce qu'il y avait autour et qui lui donne du sens et qui permettent de le mettre en récit. Et en même temps, parce que justement, alors après, donc nous, on lutte contre le pillage, les détectoristes, tous les vilains qui font aujourd'hui, qui créent des objets orphelins, alors qu'on voudrait qu'ils ne le soient pas orphelins. Et en même temps, ça c'est plutôt l'autre réaction par rapport à votre travail d'artiste. En même temps, peut-être que ce miroir romain, parmi les milliers de miroirs romains, peut-être que c'est pas si grave que ça. On va se dire ça. Et ce que vous en faites est intéressant parce que justement, il y a une démarche quand même de construction. Et ça, le détectoriste ne l'a pas du tout, qui est effectivement de retrouver des gestes et de l'intégrer dans un cycle d'existence et de lui donner une place, un message qui est différent, totalement différent du message scientifique de l'archéologue, mais qui le raccroche et qui le raccorde à une création contemporaine qui, elle, prend du sens dans la création artistique d'aujourd'hui. Donc voilà, la réaction, c'est un petit peu ces deux volets-là, avec voilà, des résultats qui esthétiquement sont très beaux. Oui, l'esthétique, Voilà. c'est autre chose, bien sûr. Mais non, mais ça fait quand même partie aussi quand on est archéologue, la question de la matérialité, c'est quand même quelque chose de très fort. On ne peut pas être déconnecté de ce côté matériel. Quand on est un artiste et qu'on travaille les matières aussi, et puis on a beau être des scientifiques purs en apesanteur, si, quand même, l'esthétique, le beau, ce qui touche, il y a des moments où quand même ça a de l'importance aussi. Juste pour répondre rapidement à vos remarques, c'est que tout d'abord, le blé de Maspero, s'il envoyait à sa femme, je me replaçais dans son opinion à lui, c'est-à-dire qu'il n'envoyait pas le masque de Toutankhamon, il envoyait du blé, il en avait trouvé 3 tonnes dans les tombes, il en avait juste envoyé une petite partie. Donc je me replaçais dans son... Voilà. Quand vous dites que en effet, j'utilise des objets orphelins, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre dans les rayons de... J'achète à Drouot, et puis j'achète à Drouot ce qui vient de collections qui sont près, je ne sais plus quelle est la loi, près 50 ou près 73. Je sais plus voilà, donc je fais toujours attention à l'historique de l'objet. Mais en effet, c'est des objets orphelins et je crois que justement, c'est plutôt positif dans ce sens-là, c'est ce que j'essaye de faire. En effet, ma démarche, c'est de la construction et c'est vraiment un lien que je tire. Et vous voyez ce que je vous ai présenté ici, c'est remettre l'objet au présent exactement dans la même... la lampe à huile, j'ai rallumé, le miroir, c'est pour se voir et le bidet, c'est pour la bière. Hein. Voilà. Donc j'insiste là-dessus, c'est que pour moi, même si en effet vous vous êtes évanoui, c'est que ma démarche est positive et c'est de la construction. Ah, mais je l'entendais bien comme ça, c'était parce que je voulais donner les deux volets. Je vous raconterai le pire après, mais c'est peut-être pas le moment. Moi, il y a un point qui m'a beaucoup interpellé et qui m'invite à revenir à la thématique de cette table ronde, c'est la question du récit. Et donc j'aimerais avoir votre avis, votre point de vue en tant qu'à la fois scientifique médiateur de haut rang. Comment aujourd'hui l'archéologie qui manifestement se renouvelle, s'élargit, devient plus que jamais plurielle et complexe finalement, entre dans le champ de la complexité. Comment ces 10-15 dernières années, elle établit le lien entre cette culture de la matérialité qui la fonde, qui la caractérise, et puis finalement ce sens du récit qui est ce par quoi inévitablement elle rentre en relation avec le temps présent. Mais je ne veux pas monopoliser la parole. Non, la mise en récit, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, nous, on essaie de mettre en récit, alors d'une autre manière, on leur donne un sens. On les met aussi au monde, on les remet dans notre monde contemporain. Quand on fouille, quand on les étudie, c'est leur donner du sens par rapport au monde contemporain. On les ramène, on leur fait faire un voyage entre le moment où ils ont été utilisés, fabriqués, utilisés, puis ils ont été déposés, et puis on arrive, on annihile le temps
et on les ressort. Et après, il s'agit de leur redonner du sens et de leur redonner vie. Et forcément, alors on fait des classifications, on fait des datations, on fait des analyses extrêmement pointues, mais il y a un moment donné, on a besoin quand même on leur donne des noms. Alors il y a des noms savants qui veulent rien dire. Si on prend du néolithique, le rubané, ça parle pas à grand monde, mais en même temps, ça veut dire quelque chose parce que la poésie est là. C'est-à-dire que les céramiques rubanées ou le courant rubané, c'est par rapport à des motifs sur des céramiques qui sont en forme de ruban. Et voilà, on a utilisé parce qu'on est obligé d'attribuer des mots qui n'est pas nommé, n'existe pas. Donc les céramiques du néolithique, il faut leur donner... et les individus, ils sont anonymes pour l'immense majorité de l'histoire de l'humanité. Donc ce sont les archéologues qui vont leur redonner des noms. Alors Lucie, voilà, c'est pas nous, mais c'est quand même, on lui a donné des noms. Pour le néolithique, on a une momie dans les Alpes qu'on a baptisée Ötzi. Les conservateurs essaient d'enlever ce nom en disant non, il ne s'appelle pas Ötzi, mais les gens veulent se l'approprier comme ça. Et on leur redonne effectivement une place, une histoire, un récit. On va au-delà de la classification. Donc on participe aussi de cette construction du récit. Et je pense que là aussi, ces dernières années, il y a cette volonté. Les archéologues ont pris plus de liberté par rapport à cette mise en récit. Pendant longtemps, ils se sont enfermés, ils n'ont pas osé. Ils se disaient, voilà, les historiens, ils ont des mots et donc ils peuvent écrire des choses. Puis nous, on a des bouts de tessons, on a du silex, donc on va les classer, puis on va rester sagement dans nos classifications. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une espèce de... on est un peu plus décomplexé et on ose plus raconter parce que pour partager, il faut effectivement ce récit. Et donc, à un moment donné, on franchit le pas et on leur redonne vie par le récit à ces individus du passé. Oui, sur le rapport entre l'archéologie et l'art, l'un des buts de ma génération, c'était de nous débarrasser de l'histoire de l'art. J'ai enseigné dans un département d'histoire de l'art et d'archéologie parce que c'était la même chose en fait. L'archéologie, c'était que les beaux objets. Et comme je voulais être archéologue et qu'on m'avait dit que la vraie archéologie c'était la Grèce, j'ai commencé à préparer le concours de l'école d'Athènes et j'ai arrêté assez vite parce que c'était une sorte de cauchemar intellectuel. C'était les temples, les statues, les beaux vases, etc. Et pas du tout la vie quotidienne. Et à l'époque, maintenant, heureusement, ça a beaucoup changé, mais on n'avait jamais fouillé ni un village ni une ferme. On s'occupait que des grands sanctuaires. Et en fait, le paradoxe, c'est que ce sont les artistes qui, à partir des années peut-être 80, 70-80, petit à petit, ont commencé à avoir une démarche archéologique. Justement, parler de Daniel Speury, dont j'ai fouillé une des œuvres. Il s'appelait les nouveaux réalistes ou aussi les objecteurs, parce qu'ils faisaient objection à une certaine forme d'art académique et ils s'occupaient des objets. Et ils se sont interrogés justement sur qu'est-ce qui allait devenir de notre civilisation. On enterre quelque chose, qu'est-ce qu'on va retrouver après, etc. Et il y a une rencontre que je trouve extrêmement fructueuse et dont vous êtes un exemple avec des approches qui peuvent être extrêmement diverses. Puisque l'art, c'est pas seulement mettre des beaux objets sur une commode dans son salon, c'est aussi poser effectivement des questions, c'est provoquer la réflexion, provoquer en général. Et donc, je trouve que cette rencontre des deux, que l'archéologie, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, pose aussi des problèmes existentiels. Est-ce que notre société va dans le mur aussi? Mais par rapport à la construction artistique, à la création artistique, on se trouve dans quelque chose qui est beaucoup plus profond et qu'une archéologie purement descriptive et qu'un art qui serait purement décoratif et marchand. Pour compléter effectivement ce que je trouve intéressant dans la démarche de narration, qu'elle soit scientifique comme vous l'avez ou artistique,
c'est la transmission finalement d'un certain nombre de messages, un regard porté sur l'objet, l'œuvre, en fonction d'une époque aussi, parce que l'archéologie, aussi scientifique soit-elle, elle s'inscrit aussi dans une époque. Enfin, quand on pense à l'archéologie préhistorique, elle a quand même énormément évolué depuis quelques années, justement, parce que le contexte aussi de la société a évolué. Donc, on ne raconte pas les mêmes récits, par exemple, autour de ça, alors qu'on parle vraiment d'une approche scientifique. Et puis, ce que je trouve intéressant dans votre démarche artistique, c'est qu'en fait, on sent qu'elle est pleine d'empathie. Et je trouve que ça, c'est très fort parce que ça permet de transmettre, encore une fois, quelque chose de différent pour ceux qui approchent les œuvres, pour ceux qui les regardent. Et au-delà du discours scientifique qui est important et nécessaire, cette dimension finalement plus sensible, eh bien, elle apporte autre chose et elle permet aussi, je pense, de toucher d'autres personnes par, alors oui, une approche esthétique aussi, qui, comme tu le disais, Anne, n'est pas à négliger, mais au-delà de ça, quelque chose de l'indicible qu'on comprend dans votre démarche, parce qu'on sent que vous les aimez, ces objets. On sent que finalement, vous les accompagnez. Il y a toute cette démarche-là qui n'est pas gratuite et qui arrive à un résultat très concret que vous mettez en scène, mais qui raconte aussi autre chose de cette vision contemporaine d'un objet du passé. Qu'est-ce que ça raconte finalement de ces objets du passé et au-delà de ça, de ces sociétés passées, et comment on peut aujourd'hui les recevoir au prisme forcément de notre sensibilité contemporaine. Et donc pour moi, les deux démarches ne s'annihilent pas du tout, mais au contraire sont extrêmement complémentaires. Oui, je voudrais revenir aussi sur la question des objets. Je me suis évanoui aussi discrètement que Anne tout à l'heure, mais il faut savoir que de toute façon, on ne peut pas tout garder. Actuellement, en France, on bétonne à peu près 50 000 hectares chaque année. Hein. C'est la surface d'un département tous les 8 ans. C'est un terrain de football tous les 4 minutes. Et il y a un site archéologique, on estime qu'il y a entre 5 et 10 millions de sites archéologiques en France de toute époque. Et si vous tracez un carré de 200 mètres sur 200 mètres, vous êtes sûr qu'il y a un site archéologique. Or, sur ce bétonnage, on ne fait en réalité des sondages archéologiques pour voir s'il y a un site dans un projet d'aménagement que sur à peu près 20 à 25% des surfaces. Donc il faut savoir que là, à cet instant, on est en train, au moment même, de détruire des objets, des sites, etc. Et que quelquefois aussi, on est envahi par les objets archéologiques. Si on fouille une épave romaine, eh bien, on va trouver 10 000 amphores. Alors qu'est-ce qu'on va faire de 10 000 amphores? On va les stocker, mais jusqu'à la fin des temps. Pourquoi des fois, ça fait s'effondrer le plancher des endroits où on les stocke. Certains ont proposé qu'on les vende au contraire parce que ça casserait le marché clandestin des objets archéologiques en faisant baisser les prix. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a aussi ce problème de la matérialité des objets. Donc, qu'on en récupère quelquefois qui sont effectivement orphelins pour leur faire subir toutes sortes d'autres aventures et les faire ressortir finalement de leur oubli. On ne peut que vous encourager à continuer à saccager notre patrimoine archéologique. Oui, merci. Non, la question de l'empathie est en effet très importante. Après, c'est pas facile pour moi parce que je peux pas me placer. Je suis pas scientifique, je suis pas historien, je peux pas avancer des choses qui soient péremptoires et donc je dois naviguer dans le sensible plutôt. Et c'est pour ça aussi que je prends des objets qui sont très très simples, qui sont vraiment liés à la vie quotidienne et à ce que l'être humain a d'inaliénable. Manger, dormir, se peigner les cheveux, ça n'a pas changé. Et donc on peut, même si on ne rallume pas de lampe à huile, aujourd'hui, plus beaucoup, on peut s'y rattacher très très facilement. Par exemple, juste de remplir d'eau un verre romain, ça suffit.
fait. Tout d'un coup, on est face à quelque chose qui nous... Voilà, tiens, je peux boire de cette eau, elle est dans ce verre. Voilà, la simplicité des choses, des objets. Et leur désacralisation aussi, du coup, quelque part. Alors oui et non, parce que finalement, enfin je le vois avec les gens qui visitent les expositions, qui sont devant mes œuvres, c'est qu'ils ils sentent, eux, ils me parlent plutôt de sacré, justement, c'est-à-dire, enfin de sacré, de la sensation d'être devant quelque chose qui est important, même si l'objet est fort simple. Alors peut-être moi, oui, je désacralise, mais enfin disons, on n'est pas dans un musée, donc là, voilà, je l'enlève de son piédestal d'une certaine façon, mais l'objet reste important. L'objet reste important. Ouais. C'est vrai que quelquefois on est constamment dans la démarche scientifique, mais il y a des moments où on se remet à se dire finalement c'était des gens qui vivaient là où je marche. Il y avait quelqu'un qui marchait il y a eu 1000 ans. Là, ce pot cassé, je suis content, je vais le ramasser, on va le reconstruire, mais finalement ça a été un drame hein, quand on l'a cassé. J'ai une collègue qui, justement, sortant une amphore de l'eau, il y avait encore quelques grains de raisin et elle m'a avoué en avoir mangé un, justement, un grain de raisin romain, ce qui est rare, une occasion qu'on a rarement l'occasion de faire parce que c'est effectivement cette relation-là. Et la manipulation d'objets, Auguste Rodin l'a fait. Hein, il récupérait des vases. Maintenant, il n'aurait plus le droit. Il est en prison, mais il faisait des statues qui en sortaient. Mais c'est des choses qui peuvent aussi changer, puisque vous faisiez allusion tout à l'heure à la question des restes humains dont s'est occupée Anne. C'est un problème qui ne se posait absolument pas il y a 20 ou 30 ans. C'était un objet scientifique comme un autre. On était content de fouiller un squelette. Alors maintenant, avec sans doute aussi une influence qui vient des États-Unis, on n'a plus tout à fait le même rapport aux restes humains. Et il y a débat. Finalement, ce qui semble très important, c'est le récit. Quel récit on va raconter? Qu'est-ce qu'on va projeter sur un objet? Et que ce soit en art contemporain ou en archéologie, finalement, un objet s'éclaire par le discours. On comprend une démarche d'un artiste contemporain, et puis on va changer notre regard sur un objet d'archéologie parce qu'on va savoir son histoire, d'où il vient, sa fonction, etc. Et donc, en fait, ça charge terriblement notre regard. Oui, je pense qu'en fait, c'est aussi ce qui porte l'archéologue dans sa quête, dans sa fascination, dans son goût de faire ça. C'est vrai que très concrètement, quand on est face à un objet, et parfois c'est vraiment pas grand-chose, on a l'impression d'avoir l'individu qui va avec, celui qui l'a fait, celui qui l'a utilisé, et il y a une vraie rencontre, en fait. Et il y a cette dimension, parce que quand on met au jour un vestige, il est enfoui, il est muet, il est immobile, et on le remet en mouvement, on lui donne une histoire, on retrouve quelque chose, il y a des anonymes qui sont derrière et qu'on va essayer d'aller chercher. Et du coup, j'allais utiliser le terme de magie, mais oui, il y a un côté magique, il y a une fascination, il y a quelque chose de fabuleux qui accompagne la dimension scientifique. C'est cette question de remettre à la vie et de mettre en récit la vie de gens qui ont disparu et qui nous restent à travers des traces, que ce soit des traces de leur habitat, d'objets du quotidien, et puis effectivement la question des restes humains ou à travers des restes qui sont eux-mêmes qui pour la grande majorité des restes humains sont des restes d'humains d'anonymes, on ne sait pas qui c'est, mais c'est une rencontre, et c'est une rencontre qui est pas totalement anodine. C'est-à-dire que moi ce que j'ai utilisé comme terme, c'est un autre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va à la rencontre de nous-mêmes d'une certaine manière, et avec cette réalité matérielle de ce que nous sommes, de ce que nous deviendrons un jour. Donc voilà, il y a cette dimension là aussi qui
Mais l'archéologie, enfin, les thèmes des rendez-vous de l'histoire de Blois l'année prochaine, c'est les vivants et les morts. Parfois, on a l'impression que l'archéologie, c'est étudier les morts. Non, l'archéologie, c'est remettre à la vie des gens qui ont un jour été vivants. Alors, ça passe par des morts, mais l'objectif, c'est quand même les vivants et la mise en récit de ces vivants. Les récits peuvent être également détournés. Là, on va pouvoir en faire. Je ne sais pas lequel des deux va être le plus bavard, mais oui. Enfin, moi, je ne voudrais pas. Mais oui, évidemment, l'archéologie peut être détournée, instrumentalisée. Ça peut passer soit par une torsion du discours. Ça peut aussi inclure une destruction. Tout simplement, ça ne plaît pas, il y a des vestiges qui ne plaisent pas, bon, on les détruit. Voilà, on a tous en tête la destruction des Bouddhas de Bamiyan devant les écrans. Voilà, le discours ne plaisait pas et ça renvoie à des questions qui sont des questions autour des origines. On a évoqué, Jean-Paul l'évoquait tout à l'heure, la question des origines et de la question des Gaulois. C'est la question des origines. À partir du moment où ces vestiges sont là dans le sol enfouis et renvoient à une histoire ancienne, lointaine, la première histoire, le premier humain, toutes les manipulations sont possibles dans certaines situations et sous certains régimes pour essayer de faire en sorte que ce qui est enfoui là soit l'espèce de trace, de preuve de l'histoire telle qu'on voudrait la dessiner entre le vestige et nous, avec ce temps annihilé, ce vestige immaculé qui est la preuve ultime. Donc oui, l'instrumentalisation, il y a un certain nombre d'exemples, Jean-Paul en a étudié, d'autres en ont étudié. Malheureusement, il y a une utilisation et un détournement politique, plus ou moins grave, plus ou moins dramatique, et parfois absolument terrible. Voilà, là aussi, Palmyre, le directeur du site assassiné, enfin, ça inclut une violence possible dans ces cadres de détournement des vestiges et de l'histoire qu'ils portent. On le voit bien à propos de l'Ukraine actuellement, où il y a une bataille historique, archéologique entre Russes et Ukrainiens, sachant que même le premier État russe, il a été fondé par des Vikings, en fait, Russes, il s'appelait Rorik, et si bien qu'à l'époque stalinienne, c'était interdit d'en parler. Maintenant, ça a été admis, mais ce premier État russe était sur l'Ukraine actuelle. Alors, comment on fait l'histoire de l'État russe? Ça va être constamment des batailles. Dans les Balkans, ça a été constant. Actuellement, il y a l'histoire du Kosovo qui est revenue. La bataille de Kosovo-Polier en 1389, où l'armée serbe est battue par l'armée turque et les Turcs prennent possession de l'ensemble des Balkans. Le nazisme a abondamment détourné l'archéologie, donc c'est absolument constant sous des formes des fois qui sont un peu anodines. Nos ancêtres les Gaulois, ça fait plutôt rire, les gauloiseries aussi, mais il y a des gens qui vont prendre ça plus au sérieux. Dans les sites internet d'extrême droite, on dit les Gaulois pour dire les Français, entre guillemets, de souche. Donc tout cet aspect, effectivement, pose un problème aux archéologues et qui sont en même temps des citoyens. Donc il faut qu'on sépare effectivement constamment l'opinion qu'on peut avoir et puis nos recherches, mais en même temps notre devoir, c'est aussi d'expliciter les mythes et de dénoncer les mythes quand ils ne correspondent pas à l'état actuel de la science. Et puis, vous l'aviez dit au début, hein, l'archéologie a un rôle politique et on revient au récit. Donc effectivement, quel récit on colle, on fait dire à tous ces objets qu'on trouve, c'est aujourd'hui, et pas que récemment, un sujet de fond, parce que dans beaucoup de pays, la question se pose encore quotidiennement, et c'est justement quelque chose
de grave, de dangereux que cette dérive et cette réappropriation, parce que, en fait, l'archéologie peut incarner un récit national, et il correspond aussi à des envies politiques de certains bords qui ne correspondent pas forcément à la réalité. Sauf que quel recul on peut avoir face au récit qui est fait en instrumentalisant justement toute la science archéologique. Et ça, aujourd'hui, il y a un vrai sujet là-dessus, où on voit bien que certains pays encore ne fouillent pas ou fouillent en cachette parce que c'est des choses qui ne les intéressent pas trop, et surtout n'en parlons pas, cachons ça dans des caves, et ça va effectivement jusqu'à la destruction la plus barbare de certains sites et certains récits. Enfin, pour avoir notamment travaillé en Irak sur certains sujets, c'est particulièrement prégnant dans certaines zones où il y a eu des conflits extrêmement violents. Encore aujourd'hui, on voit bien que le patrimoine de certaines communautés est encore pris à partie, est encore détruit, est encore caché, et, ou alors est encore instrumentalisé à d'autres fins. Et ça, je pense qu'on est loin d'avoir terminé ce sujet-là, malheureusement, aujourd'hui. C'est un contexte politique extrêmement violent pour l'archéologie. Ce qui me semble extrêmement intéressant, c'est que l'archéologie peut être matière, finalement, à la production d'un récit national, donc être finalement idéologisé. Et dans le même temps, et c'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure, enfin, ce qu'évoquait Anne tout à l'heure, c'est la capacité croissante de l'archéologie finalement à la fois convoquer et expérimenter la complexité. Et ça me semble être quand même un instrument extrêmement puissant et de nature foncièrement rattachable au fondement démocratique, qui est celui de la pluralité de la vision, de la pluralité d'une situation particulière, d'une stratification finalement d'une réalité, donc qui devient complexe et par définition qui échappe au risque du discours univoque. Et c'est une question que je me pose, savoir si justement il n'y a pas matière aussi, dans une façon de diffuser l'archéologie, finalement une invitation à travailler sur cette complexité, mais dans une logique intégrative finalement. Je pense... Aujourd'hui, les questions de mémoire-identité sont au cœur de la société française. Elles le seront de façon très significative dans les mois, dans les années qui viennent. L'étude des populations, le brassage des populations, l'interpénétration absolue et probante des cultures à travers le temps sur un territoire donné. Est-ce que l'archéologie, dans son rapport au réel et aux faits, donc finalement une forme de critères probatoires de scientificité, est-ce qu'elle n'est pas en capacité de produire un récit de la complexité, finalement, qui est une vertu politique et au final démocratique? D'où l'importance du récit. On en revient toujours à ça. Mais qui fait ce récit ? Le sujet est là. C'est qui fait le récit, comment on le transmet, et dans quel contexte, dans quel but. Aujourd'hui, effectivement, ça permet d'entendre une multiplicité de voix et de pas forcément, en tout cas dans un contexte français, d'avoir effectivement une histoire complexe, multiple, riche. Et on voit bien que nos ancêtres, les Gaulois, finalement, c'est quand même un peu réducteur comme idée, on est d'accord. Mais encore une fois, il y a eu cette démarche longue de l'archéologie française pour arriver aussi, je pense, à ce résultat qui ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et je pense que du coup, les contextes nationaux aussi de rapport à l'archéologie sont très différents. J'ai envie de dire, en France, on a quand même beaucoup de chance. Non, mais c'est vrai, il faut le dire aussi. Il y a des moyens qui sont mis là-dedans, il y a des études, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le sujet. À l'international, malheureusement, beaucoup de pays n'ont pas cette chance. Heureusement, il y a des bonnes collaborations françaises un peu partout dans le monde, mais voilà, il y a aussi ce contexte-là qu'il faut prendre en compte pour arriver à avoir cette vision plus internationale, plus globale. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça permet d'entendre une multiplicité de points de vue à travers une lecture scientifique, archéologique, d'un rapport à l'objet, à l'histoire et aux sociétés qu'il représente.
Mais puisqu'on est dans un musée, à propos de récit national, la spécificité française, c'est que contrairement à toutes les autres capitales du monde où il y a un grand musée qui raconte toute l'histoire, et bien le grand musée qui est au centre de la capitale, il raconte l'Orient, la Grèce et Rome. Et le récit national, il est à Saint-Germain-en-Laye, au bout du RER. Il y a à peu près 100 à 150 000 visiteurs par an contre 10 millions pour le Louvre. Pourquoi? Justement parce que nos ancêtres les Gaulois, ils étaient vaincus. On n'a que le récit des vainqueurs. C'était des sortes d'ivrognes un peu hirsutes, etc. Et c'est justement ce qu'on avait, ce que les fouilles préventives ont montré depuis 20 ou 30 ans, c'est que c'était pas du tout cette vision. Et avec l'INRAP, on a fait une grande exposition en 2011-2012 à la Cité des Sciences qui s'appelait Les Gaulois, une exposition renversante, parce qu'on renversait justement cette vision complètement primitiviste des Gaulois, de même que l'INRAP a fait 2016-2017 une exposition identique qui cette fois s'appelait Quoi de neuf au Moyen-Âge, parce qu'on a une vision toujours là aussi obscure sur la base on n'est plus au Moyen-Âge, etc. Alors que c'était d'abord ça dure 1000 ans, donc c'est très différent. Et puis c'était civilisation des sociétés beaucoup plus complexes que l'image qu'on peut en avoir. Mais néanmoins, ça continue à peser sur la manière de montrer les choses. Et si on avait fait cette exposition à la Cité des Sciences, c'est parce que justement c'est une institution muséographique de vulgarisation de la science et pas juste de mettre des beaux objets qu'on n'aurait pas pu le faire de cette manière-là au Louvre. J'espère qu'il n'y a pas de conservateur du Louvre dans la salle. On a aussi besoin, comme vous l'avez fait dans la rénovation du musée de l'Homme, on a besoin de muséographie qui parle, qui soit plus simplement des choses figées, qui tiennent compte de tous les progrès de la pédagogie, des instruments, de la réalité virtuelle, même si parfois on en fait un peu trop et ça tourne aux gadgets. Mais en tout cas, il y a ce problème-là. Et avec plusieurs autres collègues, on avait attiré l'attention sur le fait que dans l'île de la Cité, on est en train de déménager le tribunal, la préfecture, et que ce serait intéressant d'avoir une sorte de centre d'interprétation au centre de la capitale sur l'histoire de France au sens large. Mais ça n'a pas rencontré jusqu'à présent l'enthousiasme du pouvoir politique. Il y avait eu un projet du président Sarkozy d'une maison de l'histoire de France, mais comme il l'avait mis sous la double tutelle du ministère de la Culture et du ministère de l'Identité nationale, ça a été pas très bien perçu par les historiens et les archéologues. Mais c'est vrai que il n'y a pas l'équivalent. Par exemple, il y a un musée d'histoire de l'Allemagne à Berlin qui est extrêmement bien fait, tout à fait objectif, qui parcourt toute l'histoire, et on n'a pas du tout ça en France. Ouais, au British Museum aussi, c'est pareil, il y a toute l'histoire de l'Angleterre au centre de Londres. Je crois que la question de la complexité, c'est une question délicate, parce que effectivement, l'archéologie aujourd'hui est capable d'introduire de la nuance, de la pluralité, de la complexité, et on s'emploie tous les jours effectivement à aller dans ce sens-là. Et puis en même temps, on se retrouve, on est dans une société contemporaine qui aime bien, enfin c'est beaucoup plus facile finalement de faire un raccourci plutôt que d'introduire de la nuance, parce que ça demande au moins 4 phrases, alors que sujet, verbe, complément, point, ça permet de résumer les choses, et puis ça passe beaucoup mieux. Et donc c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à introduire cette complexité. Parce que ça suppose de rentrer des éléments qui sont un peu plus difficiles que juste sujet, verbe, complément, point, et on passe à autre chose. Donc voilà, il y a cette volonté, et d'ailleurs à la Villette, aujourd'hui, c'est sans doute très intéressant, mais on a quand même une exposition un peu clinquante sur l'égyptologie. C'est-à-dire que ça alterne.
Et quand on regarde, moi j'ai une affection particulière pour regarder les magazines qui sortent dans les kiosques. Quand je prends le train, quand je vais en voyage, quand voilà, je passe dans une gare, je regarde et systématiquement, on revient, on a toujours des magazines qui reviennent. C'est le marronnier des Gaulois, toujours avec les mêmes images qui sont des peintures du 19e siècle, toujours avec le même récit. Il y a toujours les mêmes trésors, il y a toujours les mêmes mystères, il y a toujours les mêmes grandes civilisations. Et on se dit, mais il y a un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait depuis 20 ans? Parce que finalement, c'est les mêmes magazines depuis 20 ans. Se pourrait-il que nous n'ayons rien fait? Et non, c'est juste que le travail scientifique se fait, on avance, on fait des expositions, on fait le chemin. Mais c'est comme si, voilà, il y avait toujours cette espèce de fond d'une attente qui repose sur, je ne sais pas, une envie de choses simplifiées, d'une fascination, alors que oui, la science d'aujourd'hui est capable d'avoir un tout autre discours que celui-là. Et pourtant, la société nous bouscule parce qu'elle semble résister. Pourtant, on fait des efforts et des belles expositions. Bon, je pense qu'on va passer la parole au public. Il nous reste 10 minutes de questions, donc ça va être très court. Donc, est-ce que vous avez des... Oui. Moi, je voulais vous interroger sur vos œuvres parce que... Essayez. D'accord, comme vous voulez. Je peux essayer comme ça si C'est peut-être mieux. Bonjour. Moi, la présentation de vos œuvres m'a vraiment partagée parce que j'avais vraiment une partie qui s'est à moitié évanouie et une partie qui était très satisfaite puisque on a tous envie de voir à quoi ça ressemblait avant ou à ce qu'on pourrait imaginer. Et il y a cette satisfaction, je pense, de pouvoir le réhabiliter et lui redonner effectivement son sens premier, son usage premier. Et moi, j'ai la chance de travailler au Musée des Arts et Métiers, donc je connais les réserves et je sais qu'il y a certains objets qu'on a en plusieurs exemplaires. Et on a toujours envie de faire les deux. On se dit, gardons un objet en le restaurant et gardons un objet en le rénovant et en le refaisant fonctionner. Et c'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir présenter les deux dans le musée. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible, pour plein de raisons. Et là, on parle des expositions qui pourraient ouvrir un peu plus l'œil sur ceux qui ne le font pas assez et peut-être pousser les gens à s'intéresser un peu plus aux nouvelles découvertes. Et je pense que justement, intégrer des œuvres comme les vôtres dans les collections d'un musée pourrait permettre cette double satisfaction sans froisser personne. Voilà, donc je ne connaissais pas votre travail et je suis très intriguée. Merci. Juste pour dire, j'ai exposé au Musée des Arts et Métiers. D'accord. Et c'était une expérience magnifique parce qu'en effet, c'est un musée plein de machines et que moi, j'ai voulu prendre d'une façon poétique et parce que voilà, non plus, je suis pas... mais ce que vous me dites me fait penser au musée du violon à Crémone, qui présente donc des Stradivarius et des Cremonini, mais ce sont des instruments qui doivent être joués, sinon ils perdent de leur... Ça, c'est très intéressant parce qu'on est dans un musée, on a les vitrines, et toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, il y a un grand interprète qui vient dans un très bel auditorium et qui vient jouer les Stradivarius qui sont dans le musée. Donc ce rapport-là est intéressant. Vous voyez, donc il faudrait faire remarcher les machines des arts et métiers. Non, je voulais juste rajouter un petit point, parce qu'entre l'archéologie scientifique, effectivement faire revivre de manière concrète, il y a un 3e outil qui s'appelle l'archéologie expérimentale, qui est aussi, moi je travaille avec un artisan bronzier, fondeur, compagnon du devoir, qui a un regard évidemment sur ses ancêtres, son métier, sa pratique, retrouver des gestes. Et je pense que ça fonctionne bien en fait justement de manière complémentaire, parce qu'il y a des questions, en fait il répond à des questions que je lui pose, il refait des choses donc comme les bronziers de l'âge du bronze, il recrée quelque chose parce que d'une certaine manière c'est aussi un créatif et un artiste parce qu'il refait quelque chose qui est nouveau. Il doit retrouver les mêmes gestes. Et il retrouve les mêmes gestes. Enfin voilà, je trouve que tout ça effectivement peut tout à fait fonctionner de manière collective, de manière très très intéressante. Pour compléter, en fait, c'est le sujet de l'incarnation. C'est qu'aujourd'hui, on le voit bien, on a cette problématique dans tous nos musées. C'est comment ne pas rester froid, insensible face parfois à de très belles œuvres sous vitrine,
mais outre le récit qu'on peut coller à ces œuvres, comment on les incarne concrètement dans leur matérialité, surtout quand c'est des œuvres fragmentaires qui ont perdu une partie finalement de leur usage. Et donc la question de l'incarnation, aujourd'hui, elle est centrale dans les musées parce qu'on sait que ça passe par là. Pour que le visiteur comprenne mieux, s'approprie, il faut passer par cette incarnation, elle n'est pas évidente. Après, aujourd'hui, on a aussi des nouvelles technologies qui nous permettent aussi parfois, quand on ne veut pas toucher aux objets, quand on n'a pas d'artistes contemporains sous la main, eh bien, on a aussi des procédés innovants qui, malgré tout, peuvent nous permettre aussi de mieux comprendre l'usage, de mieux comprendre le geste à la fois de fabrication et comment on utilisait effectivement ces objets-là. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est aussi une nouvelle technologie vraiment au service du récit, encore une fois, et ça fonctionne généralement plutôt bien. Autre question ? Et du côté de l'estrade, est-ce que quelqu'un veut un dernier mot ? Moi, ce qui m'a beaucoup interpellé aussi, c'est tout à l'heure, j'ai entendu de part et d'autre Gabriel qui parlait de beauté, de choc esthétique dans le lien à l'objet. Et Anne, dans le même temps, qui parlait finalement d'une expérience magique. Donc, c'est-à-dire qu'on est à la fois avec l'archéologie dans l'univers de la scientificité, et à la fois finalement l'impulsion première de l'archéologue ou de l'apprenti, il y a ce rapport avec l'émerveillement. Et il me semble que le rapport à l'émerveillement est aujourd'hui une clé majeure, finalement, peut-être à repenser au cœur du récit de l'histoire. C'est-à-dire comment, à travers l'émerveillement, finalement, l'histoire devient accessible et en chair, finalement. Moi, j'ai à l'esprit une parole que j'avais fait, un texte, un amoureux absolu de cette poésie d'un grand poète persan du XIIIe siècle, Jalaluddin Rumi, qui dit « Ce que l'œil du cœur voit, il le devient ». Alors c'était intéressant parce que Jalaluddin Rumi, c'est aujourd'hui le poète le plus lu aux USA. Donc il a écrit ses textes il y a 8 siècles. Aujourd'hui, c'est celui qui est le plus lu aux USA. Et alors, c'est pas une valeur en soi, mais ça veut dire qu'il y a un écho quand même à travers le temps. Et donc, finalement, comment ce que dit cette parole, qui, de mon point de vue, est extrêmement signifiante, c'est que par l'émerveillement, une autre connaissance est possible, et une autre rencontre est possible. Et ça, me semble-t-il, qu'à l'endroit de l'archéologie, et ce parallèle, s'il se fait avec l'art, ça n'est pas anodin du tout de mon point de vue, c'est qu'il y a peut-être un univers où, y compris dans les actions futures de médiation, dans la façon de penser finalement le lien à la fonction politique de l'archéologie, c'est comment finalement on va chercher cette capacité d'émerveiller. Et qui passe par l'objet. Qui passe par l'objet et par le lieu, parce que l'archéologie, c'est à la fois l'objet et le lieu. Donc le lieu fait lien. Et en effet, on arrive à l'émerveillement en prenant dans la main les choses, et on passe donc de la curiosité physique à la curiosité métaphysique. Oui. Absolument. Je ne peux que vous rejoindre parce qu'alors là, c'est un clin d'œil magnifique. Le Musée de l'Homme appartient au Muséum national d'histoire naturelle. On est un des sites du Muséum. Vous le voyez là-haut. Et je ne sais pas si vous savez, mais le slogan du Muséum national d'histoire naturelle, c'est « émerveiller pour instruire ». Donc on est exactement dans cette démarche-là. Et en tant que directrice de musée, c'est exactement ce que je m'efforce de faire au quotidien pour tous les visiteurs qui viennent effectivement sur notre site. Donc voilà, je ne peux que vous rejoindre sur cette approche-là. Bon, écoutez, ça me paraît une très belle conclusion pour cette conférence. Donc merci à vous d'être venus, et puis merci à chacun des intervenants d'avoir participé, et au plaisir de prolonger une autre fois cette discussion. Au revoir et merci. Vous voulez faire une petite dernière ? Merci de me donner la parole. Dans les années 60, j'ai eu la chance
de participer aux fouilles de la colline Saint-Marcel, au PEG, dans la Drôme, avec le professeur Jean-Jacques Hatt, de la famille des Hatt. Il était professeur à Strasbourg, de la famille de la Bière-Cronenbourg. Et j'ai eu ma plus belle émotion. J'ai participé à plusieurs campagnes de fouilles successives, mais ma plus belle émotion, ça a été quand, avec la pointe de ma truelle, j'ai soulevé un tesson d'amphore et que me sont tombés dans les mains les grains calcinés de blé, de triticum, asiaticum. Et ça, c'est une émotion extraordinaire. Voilà, je voulais simplement vous dire que là, j'avais l'impression d'être en contact vraiment avec nos ancêtres. Le blé que j'ai utilisé, justement, c'est du Triticum dicocum. C'est le blé amidonnier. Mais c'est exactement ça ce que vous dites. Par exemple, moi, je pense au pas des hommes préhistoriques dans la caverne d'Aden. Alden. On voit les pas des hommes préhistoriques dans l'argile, ça a été figé comme ça, fixé. Ou alors, où je pense au peintre au cuit du boulanger de Pompéi. Il est devant nous comme ça, il venait de le cuire et ensuite il y a eu cette... Et oui, c'est ce choc émotionnel. Je comprends très bien ce que vous dites. De pire. Ah non, mais je ne suis peut-être pas à vous. Je voudrais pas... Je vous dirai ça. Là, on a la consigne de 19h30 de fermer. Merci. Bon, merci à vous. Au revoir, à bientôt.